Donc voilà, bah, c'est très bien parce qu'il y a eu beaucoup de présentations de à quoi va servir la correction atmosphérique. Et moi, je vais vous parler de ces corrections atmosphériques au niveau de ce qu'on utilise aujourd'hui dans notre laboratoire, mais aussi au niveau du CNES. Donc cet algorithme s'appelle GRS pour Glint Removal for Sentinel-2, mais il peut être utilisé pour différents satellites, hein, comme on va le voir. Voilà, mais là je remercie les gens avec qui je travaille actuellement, donc Jean-Michel, Guillaume Morin, Nathalie Reynaud et Thierry Thomas du Polyclat. Bon, alors j'aimerais commencer assez dans le vif, c'est-à-dire bon, déjà de dire que la correction atmosphérique, c'est une étape nécessaire, voire critique, hein, à tout ce qui va être fait par la suite au niveau des produits de niveau 3 ou de niveau 2. Ça, faudra demander à Olivier, je ne me souviens plus la nomenclature. Mais en tout cas, voilà, donc c'est quelque chose de très important de prendre en compte ces corrections pour aller après sur du produit utilisable. Alors pour cela, différents algorithmes ont été développés à travers le monde, soit par des laboratoires, soit par des industriels. Donc j'en ai listé quelques-uns ici. Et on a eu la chance de participer il y a 2 ans à un exercice d'intercomparaison de ces algorithmes organisé par l'ESA et la NASA, qui a donné lieu à une publication cette année où on a pu montrer qu'effectivement, il faut encore améliorer la qualité de ces corrections. Et on a essayé de dessiner quelques pistes. Et la piste majoritaire pour les eaux continentales, c'est de mieux prendre en compte les aérosols. Donc les aérosols, c'est des petites particules en suspension, hein, dans l'atmosphère, euh, qui ont des propriétés un tout petit peu différentes, on va dire, que quand on est au-dessus des continents, que quand on est au-dessus de l'océan ouvert. Or, la majorité des algorithmes de correction atmosphérique pour l'eau ont été développés pour les océans ouverts. Donc du coup, il faut un peu complexifier nos approches au niveau de ces aérosols. Alors j'aimerais noter aussi que pendant cette étude, en fait, l'ensemble des pixels qui avaient subi une sorte de réflexion du soleil, hein, qu'on va appeler sunglint dans la suite de cette présentation, ont été enlevés. On les a filtrés, on les a enlevés parce que c'était trop compliqué à traiter. Et on va voir que pourtant c'est quelque chose de vraiment très très important à prendre en compte pour offrir des séries temporelles robustes. Bon, alors je vais résumer, mais Thierry l'a fait, donc je peux être assez court. En gros, ce qu'on va mesurer en optique, c'est le rayonnement du soleil qui va être diffusé par l'atmosphère. C'est ça ce qu'on va voir dans la couleur du ciel, hein, cette couleur bleue qui va être modulée du coup par la présence d'aérosols. Une partie de cette lumière du ciel va être réfléchie, une partie de la lumière du soleil va aussi être réfléchie sur la surface. Donc là, on a des phénomènes de réflexion sur les surfaces rugueuses. Et voilà, on a aussi des phénomènes d'absorption. Et on a tout un signal qui va être mesuré, qui est tout mélangé, hein, on va dire, au niveau de quand on est au sommet de l'espace. Et la correction, au sommet de l'atmosphère, je veux dire. Et donc la correction atmosphérique va nous permettre, en fait, tout simplement de revenir à une mesure hypothétique, hein, qu'on aurait pris. On n'a plus la réflexion du ciel, on n'a plus la réflexion du soleil, on n'a plus l'atmosphère, on est au niveau de l'eau, et voilà, on mesure ce rayonnement-là, et c'est lui qui va être utilisé par la suite pour tous les algorithmes d'estimation des produits qui nous intéressent. Alors le problème qu'on va avoir avec les satellites type Landsat ou Sentinel-2, c'est qu'ils ont des visées nadir. Alors nadir, c'est quand on vise en dessous de soi, hein, comme ça. Ça permet d'avoir des bonnes résolutions spatiales, on les améliore, certes. Par contre, on va favoriser du coup ce phénomène de réflexion du Soleil qui va prendre une partie très très importante du signal et qu'il va falloir corriger. Alors là, je mets des exemples un peu voilà, typiques. On va dire, là, on est dans un hélicoptère, on fait une visée nadir avec un appareil photo, et là, pendant le Vendée Globe, et on voit cette belle réflexion du soleil sur la mer, ici. Là, on monte un peu, on va à la Station spatiale internationale, et on se retrouve à regarder un atoll dans le Pacifique, où on peut voir ces phénomènes de sunglint très, très spectaculaires entre la mer ouverte autour de l'atoll et ce qui va se passer dans l'atoll. Et si on revient à nos eaux continentales, ici le lac Léman et une imagerie Sentinelle-2, on voit aussi cet impact très, très puissant du sunglint sur cette image. Alors ce qu'il faut voir au niveau de la fauchée de Sentinelle-2, c'est que ce phénomène de réflexion va dépendre de la géométrie. Et en fait, quand on est à droite de la fauchée, hein, on va avoir des géométries qui vont potentialiser ce sunglint, comme c'est montré ici, hein, en couleur blanche. Donc plus on est à droite, plus il y a du sunglint. Alors là, si je reprends un exemple pour nos eaux continentales, ici c'est un lac aux États-Unis. On peut voir sur la première image, bon, j'ai pas de pointeur, mais bon, sur la première image, on voit qu'on va avoir très peu de sunglint. Pourquoi? Parce qu'on est à gauche de l'orbite. 3 jours après, on est à droite de l'orbite, on a du sunglint. 3 jours après, on est à gauche, il n'y a pas de sunglint. 3 jours après, etc., etc. Donc si on veut vraiment linéariser nos séries temporelles, vous voyez bien qu'il va falloir corriger cet effet.
Mais là, j'aimerais faire un petit point qui, pour moi, est très important, c'est que le SunGlint, c'est pas seulement un bruit, c'est aussi une information qui est fournie par ce rayonnement, qui est une information sur la surface de l'eau. Alors ça peut aussi intéresser des gens parmi vous, peut-être. Ici, c'est un exemple au large de Venise, où on a isolé le signal SunGlint. On peut voir donc des tourbillons de surfactants qui peuvent être issus d'activités biologiques, d'exudats de plancton, par exemple, ou de nappes de pétrole ou de dégazage de bateaux, etc. On peut voir aussi des paquets d'ondes, là qui correspondent à des ondes internes en fait au niveau de l'eau. Et on peut aussi voir ces sillages de bateaux là en bas, je ne sais pas si vous voyez, qui permettraient aussi de faire un peu de surveillance voilà, de la navigation. Alors le but de notre algorithme GRS a justement été de séparer ces deux signaux, le signal qui provient de la surface elle-même, ici en noir et blanc, et le signal qui provient de la colonne d'eau, celui qui va nous intéresser dans cet atelier. Donc le principe de l'algorithme est assez simple, c'est d'aller dans les bandes SWIR. Alors le SWIR, c'est le Shortwave Infrared, donc voilà, on est un peu plus d'1 micron, 2 microns de longueur d'onde. Et là, en fait, l'eau est tellement absorbante qu'il n'y a jamais aucun photon qui va ressortir quand il est rentré. Donc du coup, on va avoir un signal qui va être uniquement la réflexion du soleil, le ciel lui-même, l'atmosphère, à cette longueur d'onde-là, et la réflexion du ciel. Alors si on connaît suffisamment bien nos aérosols, qu'on est capable de faire des calculs de transfert radiatif pour simuler vraiment ce signal de l'atmosphère, on peut isoler dans le SWIR le signal SunGlint et ainsi faire une estimation de ses propriétés de réflexion de la surface, qu'on va appeler la BRDF, dans cette direction donnée. Voilà, donc basé sur ce principe, on a fait une chaîne de traitement voilà, qui part des niveaux L1C. Donc les L1C, c'est la radiométrie au sommet de l'atmosphère. On procède, ouais, je vais dire aussi un petit mot sur le code. Il est fait en Python et en Fortran. Il utilise la librairie Snappy de l'ESA, ce qui permet d'être toujours un peu à jour avec les reprocessings qu'on peut faire au niveau des images L1C, ce qui va nous arriver dans quelques semaines. Voilà. Donc, si on revient sur l'algorithme, on fait d'abord une correction des gaz absorbants grâce à un algorithme qui avait été déjà développé qui s'appelle SMAC. Ensuite, on récupère des données ancillaires issues du service Copernicus de l'atmosphère voilà, CAMS, qui va nous servir de first guess pour prendre les aérosols en compte et nettoyer notre signal du rayonnement diffus du ciel. Et ensuite, prendre les bandes SWIR pour en estimer la BRDF à chaque pixel et propager du coup le signal du SunGlint à toutes les longueurs d'onde où le signal est mesuré. Voilà, donc vous avez un exemple à droite et on peut mentionner quand même que le code est aujourd'hui implémenté sur le HPC du CNES. Alors au niveau de la validation, regardant déjà qualitativement, on peut voir ici sur la colonne de gauche donc une rivière au Brésil qui est la rivière Tietê, là assez large, on peut voir 8 km presque. En bas c'est l'étang d'eau. Là on a procédé à une correction atmosphérique uniquement et sur la colonne de droite on rajoute le module de correction du SunGlint. Donc là on voit très bien d'un point de vue qualitatif qu'on nettoie largement notre image. Et si on regarde d'un point de vue plus quantitatif sur des match-up, alors là avec des stations permanentes qui ne sont pas orchestrées ni par le ministère ni par EDF, mais par les organismes de recherche plutôt, ou la NASA en l'occurrence, le CNES aussi pour Aeronet. Et voilà, donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on va améliorer significativement la qualité de notre produit, sur la droite 1.1, lorsqu'on va procéder à cette correction du SunGlint supplémentaire. Alors parmi les réussites, Jean-Michel l'a dit, mais on a utilisé GRS sur beaucoup d'images, que ce soit pour la production scientifique ou pour la distribution sur des outils, voilà, ici pour l'UNESCO, avec une collaboration avec Magellium. On a pu monter un portail à partir de ces corrections de GRS qui nous permet d'avoir des analyses globales, locales ou d'études de time series. Voilà, donc je vais essayer très rapidement de montrer les dernières avancées de GRS, puisque finalement, il y en a plein. Quand on fait des codes de correction atmosphérique, il y a tellement de choses à améliorer qu'on ne peut pas les lister dans une conférence en 10 minutes. Donc du coup, là, je vais juste me focaliser sur ces aérosols absorbants, ces aérosols continentaux. Donc là, on va récupérer en fait des données toujours de CAMS pour avoir des first guess sur leurs propriétés d'absorption. Et là, je vais vous renvoyer, comme tout à l'heure, à une autre présentation qu'on a mise sur le site, qui va traiter plus en détail en fait, des équations et de comment on utilise ces propriétés d'absorption pour mieux corriger. Mais juste pour résumer,
Là, ce qu'on peut montrer sur une étude récente à Hong Kong, donc sous une atmosphère très très polluée, on peut voir qu'entre la version 1.2 qui ne prenait pas en compte ces aérosols absorbants et la version 1.3, on a de fortes améliorations, en particulier avec des spectres qui ressemblent un peu plus à quelque chose, avec moins avec moins de valeurs négatives. Voilà, alors je vais finir cette présentation, j'espère que je n'ai pas été trop long. Donc ce qu'on a aujourd'hui, c'est une implémentation sur le CNES. Donc ça c'est très utile pour nous parce qu'on a une proximité à la donnée grâce au data lake où se trouvent beaucoup de données de Sentinel-2, mais on va aussi avoir tout le traitement issu de la chaîne Maya, où on va pouvoir récupérer l'ensemble des masques qui ont été générés, et on va faire l'adjonction d'un autre masque qui a été développé du coup par Mauricio, je me souviens plus de son nom de famille malheureusement, Cordero je crois, et Jean-Michel, et le CNES. Voilà, qui s'appelle WaterDetect pour les pixels en eau. Et donc, on va accumuler cette donnée CAMS au niveau des aérosols et leur absorption, les données de niveau 1, les données du niveau 2 de Maya, pour offrir ce produit GRS de niveau 2. Voilà. Et vous pouvez l'ouvrir avec n'importe quel logiciel de visualisation d'image et avoir du coup voilà, toutes vos données corrigées et avec les masques. Et je pense que j'ai fini. Merci.